Bonjour à tous. Adrien, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, Adrien vient nous parler de son job, comme toutes les personnes qui viennent ici, avec passion et envie de partage. Juste avant qu'il nous raconte ce qu'il fait, de beau, de très beau, je rappelle qu'ATL est une chaîne d'orientation dédiée aux plus jeunes qui cherchent un job intelligent et à se passionner, et également à ceux qui sont un peu moins jeunes, mais en reconversion. Voilà. Donc on brosse tous les métiers des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par l'artisanat et l'artistique. Et le but de tout ça, c'est qu'il y ait un maximum de crush professionnel entre vous qui nous regardez et le métier de nos invités. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Adrien Gauthier qui nous fait le plaisir de venir nous voir. Je vais lui laisser la parole, puisqu'Adrien a un métier assez sympathique et une double profession. Adrien, je t'écoute. Bonjour Laurence, bonjour à Bonjour. tous. Donc effectivement, moi je suis expert comptable et militaire de réserve. J'ai une double casquette. D'accord. Donc tu vas me faire bosser 2 fois plus aujourd'hui. Il y a Exactement. 2 métiers. On commence par l'expert comptable. Allez. Alors, raconte-nous, pour que ce soit clair de l'autre côté de la caméra, ce que fait un expert comptable aujourd'hui. Tu as quoi, 35 ans à peu près, non, c'est ça? J'ai 34 ans. 34 ans, et tu es expert comptable depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Voilà. Je suis expert comptable indépendant depuis Ah, 4 ans. indépendant, mais pas. Indépendant. Donc, mais par contre, tu es expert comptable depuis plus que Alors, ça. j'ai été diplômé fin 2019 Voilà, et je me suis lancé à mon compte en 2020. J'ai créé mon cabinet en 2020. d'accord. Et si j'ai bien compris, pendant tes études, tu as aussi beaucoup travaillé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Absolument, j'ai commencé à travailler en cabinet à la sortie de la fac en 2012, 2011. 2011, donc tu travailles depuis longtemps finalement. Oui, Plus depuis longtemps que. 14 ans, 13 ans. Voilà, donc c'est très intéressant parce que tu as un parcours. Tu as été généraliste d'abord, comment ça s'est passé? Alors en sortie de la fac de droit, j'ai commencé par intégrer un cabinet international qui s'appelle Ernst Young, où j'ai rejoint un service comptable Mhm. et je m'occupais spécifiquement d'accompagner des filiales françaises de sociétés étrangères. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que tu as choisi de faire? Ensuite, cet environnement international m'a pas beaucoup plu, donc je me suis redirigé vers ce qu'on appelle un cabinet à taille humaine, c'est-à-dire deux associés et une dizaine de collaborateurs dont je Ok, faisais partie. ok. Combien de temps ça? Alors, je leur ai été fidèle pendant 8 ans, Ok. sauf qu'entre-temps, ils ont été rachetés. Ils ont Mhm. été rachetés par un cabinet intermédiaire qui compte à peu près 20 associés et 200 collaborateurs. Et donc, j'ai eu la chance, même si c'est le fruit du hasard, de connaître ces trois niveaux de cabinet. Le cabinet, D'accord. cabinet international, cabinet à taille humaine et cabinet intermédiaire. C'est parfait. Ce qui fait que lorsque tu as voulu, c'est ça qui t'a amené naturellement à l'indépendance, si je puis dire? Alors ça, je le souhaitais depuis le début, Ah, quoi qu'il arrive. c'est important de noter ça. Oui, une de mes motivations, c'était effectivement en bout de cursus, de pouvoir m'installer et de mener ma barque. Donc ça veut dire que si je t'ai bien compris, c'est que depuis le début, tu voulais monter ton truc, ta boîte, donc tu as accepté pendant des années d'apprendre chez les autres. Oui, C'était stratégique de ta part? alors c'était stratégique d'une part, mais de toute façon, on est obligé de le faire, puisque le cursus mais j'imagine qu'on va en parler, mais le cursus de l'expertise comptable est construit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est D'accord. obligé, pendant au moins 3 ans, d'être en cabinet pour pouvoir se bâtir une solide expérience avant de pouvoir être indépendant. Donc tu peux pas être indépendant en sortant de tes études finalement. On ne peut pas être indépendant en sortant d'un bac plus 5. Un bac Il plus faut 5. ensuite être stagiaire. Mhm. Stagiaire, c'est au niveau de l'ordre des experts comptables. Mhm. On est stagiaire pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a des examens à passer. On a un certain nombre de rapports à rendre. Et en même temps, on est salarié en cabinet. D'accord, Et on est salarié, on n'est pas stagiaire en d'accord. cabinet. Je comprends bien. Donc effectivement, ça met un sacré temps finalement. C'est quoi? C'est du 8 ans quasiment au total. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un bac plus 5 ponctué par 3 années de stage, donc c'est minimum 8 ans, mais en pratique ça dure un petit peu plus longtemps que ça parce que les obligations du stagiaire pendant les 3 dernières années, elles doivent être remplies pendant son temps libre, Mhm. c'est-à-dire que les examens et les rapports auxquels je faisais allusion, c'est du temps libre, et c'est pour ça que ça prend en pratique un peu plus de temps et qu'on a une moyenne d'âge d'expert comptable diplômé qui est aux alentours de 32, 33 ans. D'accord. Alors, pour que nos petits camarades comprennent bien ce que tu fais, explique-nous face caméra justement. Raconte-leur ce qu'est ton métier au quotidien d'expert comptable.
Alors, mon métier au quotidien d'expert comptable, c'est d'accompagner mes clients et de les aider à la fois à la gestion de leur entreprise et le pilotage de leur activité. D'accord. La gestion de leur entreprise, c'est pour tout ce qui va être obligation légale, tenue de comptabilité, fiscalité, tout un certain nombre de déclarations rendues obligatoires par le législateur. Et le pilotage de l'activité, ça va être le volet plutôt conseil, le conseil qu'on apporte à nos clients, c'est-à-dire utiliser la comptabilité comme une matière première pour en restituer une information utile à nos clients et qui leur permette de prendre la bonne décision au bon moment. D'accord. Au quotidien, ça donne quoi ça? Qu'on imagine la vie d'Adrien, parce qu'après, il a encore une nouvelle vie en fin de journée. Mais dans ta journée classique, on va dire, aux horaires un peu plus traditionnels, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors au quotidien, je dirais que l'exercice d'un expert comptable se rapproche plutôt de celui d'un médecin généraliste, mais spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que là, dans mon quotidien, toute la journée, je produis de l'information récurrente, Mhm. parce que la chaîne d'information dans une entreprise ne s'arrête jamais. Toute l'année, il y a des factures qui arrivent, il y a des relevés bancaires, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Et en même temps, j'ai mes clients qui m'appellent parce qu'ils ont un sujet en particulier qu'ils souhaitent traiter. Donc, on prend rendez-vous et on voit ça ensemble. Donc physiquement, t'as un job qui est plutôt sédentaire ou ça bouge chez les clients? Alors, le travail de production, il est effectivement sédentaire. Ouais. Encore que c'est du télétravail, hein, donc on peut travailler quand on est indépendant, en tout cas, depuis l'endroit où on le souhaite. Après, pour le côté conseil, pour le côté restitution, bah là, il y a un rapport personnel, donc on se voit. On se voit, alors quand les clients sont loin, on peut se voir en visio, mais, euh, mais cet échange, il est important. Donc D'accord. il ne faut pas rester tout seul dans son coin, sinon ça ne marche pas. Alors toi, qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par l'expertise comptable? Parce que là, tu me parles de contact humain et je te comprends parfaitement. Moi, c'est logique, j'ai fait psycho parce que j'aime l'humain, mais aller faire dans les chiffres, quel est ce cheminement que tu as eu? C'est intéressant. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce cursus quand j'étais en terminale. J'ai eu la chance de croiser des experts comptables dans un salon étudiant. Je Mhm. suis allé les voir pour les interroger sur leur métier. J'ai échangé avec eux et donc ils m'ont expliqué le quotidien de leur métier. Ça m'a beaucoup plu et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de devenir expert comptable. Donc j'en profite pour te remercier ton invitation Je parce t'en que prie. peut-être qu'en regardant ce podcast, je vais aussi donner peut-être envie à des jeunes de se lancer dans la profession. C'est le but, hein, on le souhaite de tout cœur. Alors justement, pourquoi tu leur recommanderais cette profession, du coup? Alors, je leur recommanderais cette profession parce que ils auront la chance de pouvoir être indépendants, de choisir leurs horaires, de choisir leur niveau d'activité, Mhm. leur équilibre vie pro, vie perso, Très important. et surtout leurs clients, les gens avec qui ils travaillent. D'accord. Ça, c'est Ça, important. c'est possible. Ça, c'est C'est possible. génial. Absolument. Alors, c'est quoi tes critères pour choisir un client qui a le bonheur de bosser avec toi? Il faut que tout simplement que le dirigeant soit sympathique et que j'ai envie et que j'ai envie de travailler avec lui et que ce soit agréable. Voilà. Ah bah, c'est génial. Après, moi, je suis pas. Chaque expert comptable travaille comme il le souhaite. Certains sont spécialisés dans des secteurs d'activité en Mhm. particulier. Moi, c'est pas le cas. Donc, je suis un vrai généraliste pour le coup. Euh, et l'intérêt, c'est ça, c'est d'être ouvert sur des gens qui font des activités diverses et variées. Et moi, mon critère, c'est ça. C'est d'avoir en face de moi des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, Mhm. qui veulent s'améliorer, qui veulent améliorer leur entreprise, qui en même temps me font confiance pour déléguer cette partie gestion, pilotage, et à ma charge ensuite de leur faire une restitution pour leur expliquer comment les choses se passent. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette profession, justement? Alors, ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est vraiment l'indépendance. C'est L'indépendance. vraiment l'indépendance de choisir ses horaires, d'autant plus que, comme j'ai une double casquette, comme tu le Tout à disais, fait. donc je suis également militaire de réserve. Ça a été décisif pour moi, parce que le fait d'être indépendant me permet de
me libérer du temps pour consacrer à l'armée. Et si j'avais pas été indépendant, ça aurait été compliqué. Clairement. Alors, est-ce que tes clients le savent que tu as une double casquette Alors oui, professionnelle? mes clients le savent parce que quand je suis en mission ou en activité militaire, bah, je suis indisponible. Je suis pas joignable. D'accord, Je suis pas joignable à tout moment. d'accord. En tout cas, pas toujours. Et donc, je suis obligé de les avertir de ce point de vue-là. D'accord, donc ce qui veut dire que je pensais que c'était le sentinelle, c'était le soir après le travail, comme certains vont faire de la Zumba. Pas du tout, hein. Toi, c'est vraiment, ça s'imbrique dans ta vie professionnelle au quotidien. Alors, c'est pas au quotidien, c'est des périodes. C'est-à-dire qu'on est D'accord, convoqué, on reçoit un ordre de convocation pour une activité. Donc, ça peut aller ce week-end, j'y étais, par exemple. J'étais en activité militaire. laquelle? Donc, C'était quel genre de choses si c'est pas c'était des manœuvres. des C'était manœuvres? une préparation opérationnelle pour faire Sentinelle cet été, justement. Cet été, ça a un rapport avec les Jeux Olympiques, je suppose? Absolument, absolument. D'accord, ok, ok. Donc là, c'était une convocation de 2 jours. Et puis, bah, cet été, ce sera un mois. Donc, il faut pouvoir D'accord, d'accord, s'absenter un mois. Il faut d'accord. pouvoir aussi prévenir ses clients que pendant un mois, on sera indisponible. Bon, là, ça tombe bien, c'est l'été. Donc, mes clients aussi prennent quelques vacances bien Ouais, méritées. c'est vrai. Mais il faut quand même qu'ils soient avertis que voilà, je pourrais éventuellement ne pas être très réactif pendant cette période-là. Alors, est-ce que tu penses, avec un peu de recul, parce que je crois que ça s'appelle Sentinelle, hein, ce que Oui, tu c'est fais, le nom de la mission. Ouais. le nom de la mission c'est Sentinelle, est-ce que le fait d'être Sentinelle, pour tes clients qui sont au courant, d'après toi, impacte la valeur et l'intégrité qu'ils te prêtent? J'ose le croire. Maintenant, après, l'intérêt d'être indépendant, c'est aussi d'être avec ses clients comme on est au quotidien, c'est d'être naturel. Hmm. Moi, j'ai envie que mes clients m'apprécient pour ce que je suis. Il se trouve que je suis militaire de réserve, donc je le dis, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, voilà. Est-ce que c'est déjà pas passé? Non, c'est vrai que on a eu, malheureusement aussi, après toute la série d'attentats, c'est vrai on est plutôt bien vu en tant que militaire parce que les gens nous apprécient, parce qu'on est là par définition pour les protéger. Non, non, j'ai plus des compliments ou des marques d'affection que des reproches, bien Hmm. sûr. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien, expert comptable militaire à côté, c'est plutôt très rassurant. Je serais client, d'ailleurs, je le suis. Ce serait très, très rassurant pour moi. Alors, est-ce qu'on peut basculer maintenant plus sur la partie sentinelle et que tu me dises, puisque tu nous as donné tes motivations sur l'expertise comptable, ce qui te fait consacrer ce temps à tes concitoyens depuis plus de 6 ans? Alors, mon souhait de rejoindre l'armée, ça a été initialement. Moi, j'ai fait une partie de mes études à Toulouse. J'étais à la fac de droit à Toulouse. Et j'y étais au moment des attentats de l'école juive, d'une part, mais aussi, parce qu'on oublie parfois, mais juste avant les attentats de l'école Oui, juive, il bien y a sûr. aussi 2 militaires Les deux militaires qui ont été qui ont été assassinés, assassinés en tout pleine à fait. rue. Et ça m'a bouleversé et j'ai voulu mettre la main à la pâte. Je me dis que la mission de protection du territoire national, c'est avant tout quelque chose de citoyen. Ça ne devrait pas être réservé à une catégorie professionnelle que sont les militaires. Je pense que ça devrait être notre job à tous. En tout cas, j'ai voulu faire de ce job le mien et c'était le sens de mon engagement D'accord. à l'armée. Un sentiment de protection civile de ta part. De protection bah, face à des gens qui nous attaquent. Ouais. Hmm. Euh, civil, civil c'est autre chose parce que civil, protection civile, c'est aussi les services d'urgence comme les Tout pompiers, à les gens fait. Ouais, qui font des maraudes, ce qui est aussi un engagement très respectable, tout à fait. mais différent. Les D'accord. armes en moins en fait. Hein, voilà. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui tu le recommandes? Alors oui, bien sûr que je le Est-ce que tu recommande. penses que ça peut Bien sûr. apporter quelque chose aux jeunes qui nous écoutent? Ça peut apporter énormément et d'ailleurs, avec le recul, je pense que j'aurais peut-être pas eu mon diplôme d'expert comptable, en tout cas pas aussi facilement si j'avais pas été militaire de D'accord. réserve, D'accord. parce que à l'armée, quand on fait ses premiers pas à l'armée, on fait ce qu'on appelle ses classes et on apprend à sortir de sa zone de confort, Bien sûr. ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde dans sa vie quotidienne. Et ça n'a pas de prix.
Parce que quand on se met dans le rouge, on se découvre, on découvre des qualités soupçonnées, Mhm. on découvre des faiblesses sur lesquelles par la suite on va pouvoir travailler. Et vraiment, on apprend surtout que rien n'est impossible pour peu qu'on s'en donne les moyens. On repousse ses limites. On repousse C'est ce que complètement, j'entends dans ce que tu dis. complètement, complètement ses limites. C'est pour ça que je conseille ça aux jeunes ou aux moins jeunes, hein, d'ailleurs. De... C'est-à-dire, tu peux faire ça jusqu'à quel âge? Moi, j'étais dans la tranche d'âge un peu plus âgée, parce que quand j'ai fait mes classes, j'avais déjà 27 ans. Mhm. Potentiellement, on peut s'engager à partir de 17 ans avec l'autorisation parentale. Parental. Euh, mais non, non, c'est vraiment formidable. On apprend beaucoup de choses. Et le plus loin, c'est quoi l'âge maximal du coup? Alors ça Tu dis ça 17? dépend des grades après. Ah, Ça dépend des grades. Donc pour entrer tout en bas de l'échelle hiérarchique, je crois que c'est 35 ans la limite. Je ne vais pas dire de ok, bêtises, mais il me semble que c'est ça. d'accord. Alors, à t'écouter, moi j'ai une question qui me vient. Je suis sûre que derrière la caméra, c'est la même. Pourquoi t'as pas fait direct militaire? De carrière, je veux dire. J'ai pas fait militaire direct de carrière parce qu'à 17 ans, comme beaucoup de jeunes garçons, j'avais un petit problème avec l'autorité. J'ai Ah oui, grandi, j'ai carrément. grandi depuis. Donc voilà, non, à 17 ans, même à 18 ans, et allez, Même à même à 25? 20 ans, bref, ouais, ça aurait été compliqué pour moi. Ouais. J'aurais pas D'accord. été un bon soldat à cette époque-là. Bah, c'est intéressant ce que tu dis là. Qu'est-ce qui fait basculer un jeune qui est un peu allergique à l'autorité à ce que tu fais aujourd'hui? Ça, c'est de la psychologie pure et ça m'intéresse beaucoup ce que tu... Dans mon cas, ce fut malheureusement une série d'événements dramatiques. D'accord. Euh, Après, oui, c'est un tempérament, mais en tous les cas, quel que soit son rapport à l'autorité, je pense que ça peut vraiment faire beaucoup de bien de se confronter au milieu militaire parce qu'on est avant tout face à soi-même en réalité. C'est le, quand on commence en bas de l'échelle hiérarchique militaire, il faut bien Ouais, se rendre compte que du jour au lendemain, on a très peu de droits ouais. et Et beaucoup de et devoirs, beaucoup de devoirs. bien sûr. Et ça, ça permet aussi de réfléchir et d'apprécier la liberté qu'on retrouve quand on redevient civil. D'accord. Alors, pour qu'on ait un peu de visibilité, c'est toujours sur ce sujet, donne-moi ton plus grand moment de flip sur tes 6 ans d'expérience de sentinelle, et puis ton meilleur moment ou ton moment d'émotion le plus fort. C'est peut-être pas le même. Alors, mon grand moment de flip, c'était sur une mission Sentinelle que j'ai réalisée à Lyon. Donc, c'était une expérience très enrichissante parce que j'étais, en tant que réserviste, complément individuel. Mhm. Donc, j'étais mélangé à une section d'active D'accord. qui revenait du Mali. Et j'étais le seul militaire de réserve. Donc, autant dire que pour moi, c'était comme participer, tu sais, dans l'émission Vie ma vie. Ouais, C'était ouais, vraiment ça. ouais, c'est J'étais fou. vraiment en situation, j'étais jeune soldat. Euh, et le plus grand moment de flip, c'était donc on patrouillait en véhicule. Et le véhicule, donc c'est le fameux Renault Kangoo hein, Mhm. qu'on voit se balader Qui n'est pas la plus grande réussite esthétique de nos usines, mais bon. voilà. Et donc moi j'étais à l'arrière dans le véhicule de queue et je vois devant le véhicule qui pile, qui s'arrête, tout le monde sortir et courir. Donc nous forcément on fait la même chose, on s'arrête, voilà. Et là, je me souviens, je cours et je sais pas vers quoi je cours. Oui, ce que je veux dire, c'est pas Donc, pourquoi tu courais. voilà, mais je cours vers mes camarades pour Mhm. éventuellement leur prêter main forte. Et dans les 100, 200 mètres que j'ai eu à parcourir, il y avait beaucoup de jeunes qui criaient. Certains étaient torse nu. Ça, voilà, ça galopait dans tous les sens. Donc, j'étais vraiment, vraiment en stress. Et en fait, il se trouve que c'était des gens qui réagissaient suite à un accident de la circulation qui venait juste d'intervenir. Mais un accident de la circulation particulièrement violent. Et en fait, l'une des victimes était accompagnée de sa maîtresse et il était en bas de chez lui. Et Ok. donc ça s'est su et donc ça commençait à s'échauffer. Mais bon, après, notre chef de groupe a donné ses ordres, a fait la circulation, a rendu compte pour, pour que les services de secours prennent leur lait. On a pris en charge aussi des victimes. Donc tout ça, c'est au final bien terminé parce qu'il y a
pas eu de victime grave. Oui, oui, bien Pas eu de sûr. victime Sauf grave. celui qui est parti torse nu parce qu'il était avec sa maîtresse, mais les autres, non. Alors, celui qui était parti torse nu, en fait, ils étaient en train d'en venir aux mains. Mhm. Mais en fait, voilà, c'est plus de peur que de mal. Au final, voilà, il n'y a pas eu d'incident. Pourquoi c'est vous qui avez intervenu là-dessus? Moi, j'aurais plutôt la police Parce que que... l'accident est intervenu devant À nous, ce en fait. moment-là, On d'accord. était, Ah, on était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais bon, après, voilà, on a une formation en tant que militaire, on a une formation de de secouriste. secouriste, c'est pour ça. Donc, naturellement, Je comprends mieux. voilà. Ton plus grand moment d'émotion? Alors, mon plus grand moment d'émotion, c'est quand je suis devenu sous-officier, quand je suis devenu sergent, et que j'ai eu la possibilité d'encadrer, donc de passer de l'autre côté de la barrière et d'encadrer des classes. Et de faire des gens qui ne connaissent rien du milieu militaire, Mhm. de leur donner des instructions, de leur courir après pendant un mois pour en faire des soldats, en tous les cas dans le cahier des charges que nous impose l'armée. Et de voir cette progression, oui, ça c'est un moment émouvant, en tous les cas. Euh, de les voir ensuite, à l'issue, parce qu'on défile, on organise un défilé dans l'enceinte du régiment, au cours duquel les familles sont Mhm. invitées. Eh oui. Donc voilà, de leur offrir ce moment-là, comme mes anciens chefs me l'avaient offert à moi euh, quand j'étais stagiaire et que ma femme avait fait le déplacement. Voilà, c'est quelque chose de très, C'est très joli. appréciable. C'est un moment de patriotisme, et non pas de nationalisme, mais de patriotisme, qui est C'est important. c'est un moment de patriotisme, c'est aussi un moment avant tout de partage et de transmission Exactement. des connaissances. Exactement. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre podcast. J'aimerais que puisque tu as ces deux métiers, que tu donnes un conseil les yeux dans les yeux aux jeunes qui nous écoutent par rapport à ce que tu peux leur dire là, spontanément, sur le milieu du travail et sur le comportement vis-à-vis d'un choix professionnel. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, le conseil que j'aurais à donner à un jeune qui se pose la question, euh, c'est d'essayer de vraiment se projeter dans son avenir et de se poser cette question centrale qui est qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est pour ça qu'on parlait de l'armée aussi, parce que à l'armée, on n'a pas le droit à la parole quand on est tout en bas de l'échelle. Mhm. Et parce qu'on n'a pas le droit à la parole, ben, on a le temps de réfléchir. Mm, Et on a le temps de se poser des questions. c'est certain. Et à l'issue de la période de formation, on arrive avec des réponses, forcément. On se connaît un petit peu mieux à la fin qu'au début. Mais c'est bien foutu. Et c'est très bien foutu, ouais. C'est très bien foutu. C'est fait pour. Donc après, il n'y a pas forcément besoin de s'engager dans l'armée pour ça, mais voilà, la question du qui suis-je, elle est essentielle. Il faut aussi parfois savoir se couper des influences extérieures, parce que papa, maman ont envie que le fiston fasse médecine comme maman ou avocat comme papa, alors que on aspire à autre chose. Mm, Donc bien sûr. c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Et ensuite, pour pouvoir s'aider, il faut expérimenter. Il y a beaucoup de salons étudiants. Ouais. Moi, ça s'est passé comme ça. Toi, ça t'a réussi, oui. Ça m'a C'est réussi. J'ai bien. rencontré des confrères experts comptables qui m'ont donné envie de faire leur métier. Ouais. Euh, qui sait, si ça se trouve, je serais tombé sur l'ordre des médecins. Oui, Peut-être que je serais toi, je le médecin. verrais bien, oui, c'est ce que je me dis aussi. T'étais bon en maths? J'étais bon en maths, j'étais bon en économie. Ouais, Mais bah t'aurais en pu maths être. pur, j'aurais eu du mal. Mais bon. Bon, bah tu vois, comme quoi c'était ta voie, c'était ça là, ta voie. C'est le destin. Ok, quoi d'autre? T'as une petite citation, un mot d'ordre, des verbes qui te viennent, qui sont tes leitmotifs personnels quand c'est un peu brumeux le matin et qu'il faut y aller. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes autour de toi? Alors, une citation que j'aime bien, c'est une qu'on attribue donc au maréchal Lyautey, qui est La joie de l'âme est dans l'action. Celle-là, elle me plaît. Bon, en plus, c'est une citation militaire, mais il faut y aller. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut agir, et c'est en agissant qu'on trouvera des réponses, même si ce ne seront pas tout de suite les bonnes réponses, ça nous mettra en tous les cas sur la bonne voie. Donc l'action.
l'action. Alors c'est très intéressant quand tu dis ça parce qu'un expert comptable, il n'est pas payé pour agir sans analyser, hein, ça c'est sûr. Alors, Donc c'est un des volets de ta personnalité. Tu as les deux là, ah oui, oui, j'ai les deux. Non, mais visiblement. bien sûr, Voilà, il bien faut que sûr. ça marche. Tu as l'analyse et Alors, l'action. l'analyse, l'action. Alors, expert comptable, c'est même au-delà de ça, hein. C'est idéalement anticiper, Voilà, il y a anticiper, la projection dans l'analyse. voilà, anticiper, observer, analyser et ensuite agir. Mais si on fait tout ça sans agir, ça n'a servi à rien. Donc, si on doit en choisir un seul, il faut agir. Voilà. D'accord. Idéalement, Oui, tu faut rejoins. tout faire. On a déjà eu ça dans un podcast. Ça devait être Guillaume Molmy, le gestionnaire de patrimoine, qui disait même si tu te plantes de voie, il y en a un, deux, trois. À un moment donné, il faut y aller, il faut foncer. C'est ça. Si tu perds un an ou deux, c'est pas grave, tu feras autre chose. Mais tu as avancé, tu as appris des choses. Effectivement, à un moment donné, l'analyse seule est stérile, ça c'est sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, professionnellement, quand tu dis qu'il faut se connaître, là, juste le truc m'interpelle, si à 16, 17 ans, 18 ans, est-ce qu'on peut savoir qui on est? C'est un peu le problème, on leur demande Mais souvent trop jeunes de s'orienter. Mais même à 40, 50 ans, on ne sait Ah, pas qui on est. Et moi, je vois ça tous les jours avec des clients, des prospects qui viennent me voir, qui ont été salariés pendant 20 ans, 30 ans, et qui se disent, bah voilà, moi j'aimerais créer mon entreprise, j'ai un savoir-faire, j'en ai marre d'être salarié. Donc en fait, le qui suis-je, c'est une question euh, où la réponse évolue en permanence. hmm, Il n'y a pas de c'est début, vrai. il n'y a pas de fin. Et on peut tout à fait légitimement se la poser beaucoup plus tard que ça. C'est pas grave, mais le mieux, c'est effectivement, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Non, c'est même bien parce qu'en fait, on évolue. On évolue et Bien on sûr, change. bien Donc sûr. le fait de se demander qui on est, où on va et qu'est-ce qu'on est devenu et qu'est-ce qu'on va en faire, eh ben, c'est très légitime à tous les âges, évidemment, bien sûr. Tous les tournants de la vie. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à conseiller aux jeunes gens qui sont derrière la caméra concernant la vie en général ou le travail? Concernant la vie en général et le travail, non, encore une fois, je dirais il faut s'écouter soi-même Mais ça veut dire pour quoi ça faire. pour toi, s'écouter soi-même? Ben, c'est prendre Précisément. des décisions qui nous plaisent à nous et pas aux autres, D'accord. faire ses propres choix, et quitte à parfois se tromper, avoir des échecs, c'est pas grave. Euh, Mais que ce soit toi mais et pas c'est l'influence ça. du contexte, des Il y parents, a de la famille. beaucoup de jeunes qui se lancent parfois dans des cursus d'école de commerce parce que c'est généraliste, mais ils savent pas où ils vont. Alors c'est pas grave, mais si on sait d'entrée de jeu où est-ce qu'on va, c'est plus facile parce on peut prendre des raccourcis si on sait où on va. Voilà, mais la question c'est comment un jeune de 18 ans sait il sait qui il est, où il va. Qu'est-ce que tu as fait toi en termes d'introspection pour qu'on aille un peu plus loin parce que c'est un peu c'est le désarroi et c'est ce qui désempare les plus jeunes, c'est de ne pas savoir faire le point sur soi-même et demander aux parents, les parents ils vous connaissent souvent très bien, mais les parents on les crédite pas d'autant qu'une personne extérieure, un psychologue ou un coach. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux donner comme élément encore plus profond Alors, pour qu'ils se cernent mieux quand ils sont jeunes? côté pratique, déjà, c'est réfléchir à son réseau personnel. Qui je connais qui fait différentes activités. Ouais. Parce que déjà, rien que dans son réseau familial, il y a beaucoup de gens qui font tout un tas de métiers différents. Donc là, tu es en train de proposer aux jeunes d'aller interviewer tout le contexte. Absolument, Ben voilà, c'est absolument. une idée simple et extrêmement précise C'est ça. et très, très pragmatique, très positive. D'accord, donc ça, c'est un des pans qu'ils peuvent utiliser, hein, tout le réseau personnel. En tout cas, ça a marché pour moi. C'est ce que tu as fait. D'accord. Et c'est ce qu'on conseille, nous, hein, en tant que chasseurs de tête et recruteurs, en orientation, c'est ce qu'on dit toujours aux jeunes. Les conseillères d'orientation, elles font ce qu'elles peuvent, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Il n'y a pas assez de moyens. L'idéal, c'est d'interviewer tous les gens qui sont autour de vous, les copains des parents, les amis, les rencontres, en vacances, partout. Faites parler les gens de leur métier. En général, ils aiment ça. Absolument. Voilà. Et puis s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent vous dire pourquoi ils n'aiment pas. C'est aussi intéressant. On sait ce qui n'est pas très cool ou pas très intéressant. Et c'est comme ça qu'une vocation peut se faire, hein, hormis des émissions comme on fait ici. Voilà, c'est exactement le même principe de découverte des autres. Et si on commence ça le plus tôt possible, on peut commencer à interviewer à 14-15 ans. Je veux dire, un Oui. ado peut très bien demander à l'ami de son père qu'est-ce qu'il fait comme boulot et en quoi ça consiste. Si on fait ça, on y arrive beaucoup plus vite. Et puis ça aura un autre avantage de faire ce que tu viens de recommander, c'est que ça favorisera aussi la confiance en soi. Le fait d'aller vers les autres, de s'intéresser C'est à vrai, eux, de leur poser des questions, tout à fait. ça,
c'est un bon entraînement C'est vrai, il pour faut tout avoir le du reste. courage quand on est gamin ou adolescent Bien pour sûr. aller interviewer les gens sur leur vie professionnelle parce qu'il y a c'est un peu comme une forme d'autorité parentale. Ils ont un peu de mal à aborder les gens qui ont l'âge des parents. Et c'est dommage parce qu'effectivement, et puis il n'y a pas que cette génération-là, hein. On peut interviewer tout le monde autour de soi, y compris les gens qu'on croise dans la vie ou en vacances, hein. Mm, Un boulanger, un chauffeur de Uber, un artiste, voilà, tout mm. peut faire, entre guillemets, l'affaire dans ce contexte de recherche d'orientation professionnelle. Parfait. Je vois qu'on est très en phase. Parce qu'ici, on dit soyez vous-même, c'est le leitmotiv, hein, donc ça rejoint tout à fait ce qu'Adrien vient de nous raconter pendant le podcast. Adrien, on va te remercier. Merci à toi. Mille merci d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de ton double métier. On espère que ça fera des petits. C'est fait pour. Bien sûr, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, faire tout ce que vous voulez et partager. La chaîne a été créée pour vous, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast. Au revoir. Ciao.